vient de faire une sortie assez... je ne vais pas la qualifier parce que j'ai essayé de regarder, j'ai regardé les vidéos, j'ai re-regardé et j'ai pas compris très bien. Alors, je pense que tout le monde l'a vu. Monsieur Ndion, je pense que vous pourrez au moins nous donner votre avis. Peut-être qu'on a mal compris. Hein. Le Premier ministre, en gros, il résume pourquoi il a fait venir les Rwandais. Les Rwandais sont venus dire que c'était plus le riz qu'ils voulaient faire, c'était plus le riz sain qu'ils étaient venus faire. Ils ont démenti complètement les hommes politiques congolais qui ont signé les accords avec eux. Hein. Ils ont exposé autre chose de ce qui nous avait été dit par le PCT. Bon, on découvre maintenant qu'ils veulent vendre le piment, qu'ils veulent contrôler l'économie congolaise au travers de la production agricole. Et on découvre aussi qu'ils ne sont pas seulement dans l'agriculture, ils sont aussi dans les mines. Alors, question, avant de vous poser la question, le Premier ministre nous explique qu'ils ont construit la zone industrielle de Maluku et que Maluku est resté inoccupé. C'était construit en 2015, c'est resté inoccupé et pour pouvoir la faire fonctionner, on a dû chercher à la va-vite une solution. Et puis, patatras, on a trouvé des voisins qui dérangent à côté, mais ils dérangent la RDC, mais pour nous, c'est des bons copains. C'est pas parce qu'on veut se développer, c'est parce qu'on veut remplir Maluku. Encore une fois, on nous fait comprendre, Maluku est vide. Donc, on va faire occuper Maluku par les Rwandais. Moi, je vous pose une question, M. Ndion, vous êtes économiste. On a parlé ici du barrage de Imbulu qui a été construit sans qu'on pense à tout ce qui est logistique de transport. Est-ce que vraiment on peut vendre ça aux Congolais? Dire aux gens que nous avons pensé à construire une zone industrielle et on n'a pas pensé aux entreprises qui devaient y être à l'intérieur. Monsieur Ndion, en tant qu'économiste, vous avez un Premier ministre qui vous dit ça, vous devez investir au Congo. Est-ce que vous allez investir au Congo ou vous prenez l'avion et vous fouillez? Aucun pays dans le monde n'a été développé par simplement des autochtones. Il y a des secteurs d'activité, des secteurs économiques entiers où les autochtones ont avant d'arriver là, s'il vous plaît, peuvent investir. Okay. Mais il y a aussi des secteurs où malheureusement on n'a pas. Non, avant d'aller là-bas, monsieur Ndion, avant d'aller là-bas, s'il vous plaît, répondez à ma question. Oui. Peut-on construire une zone industrielle dont on sait qu'elle doit fonctionner avec des entreprises et on construit sans avoir démarché les entreprises pour que le jour où la zone est ouverte, elle soit déjà occupée par les entreprises? Écoutez, ce sont des choix politiques, ce sont des choix économiques qui restent discutables, hein? Mais ce sont des choix. Voilà. Lorsqu'on définit une zone économique spéciale, on ne peut pas tout prévoir, c'est pas possible. On ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas tout prévoir. Est-ce qu'ils vont aller investir là-bas? Mais c'est des mesures économiques incitatives. On dit, bon, telle zone n'est pas développée. Pour la développer, on va faire de cette zone-là une zone économique spéciale avec tel avantage fiscal, tel avantage douanier, tel avantage économique, tel avantage commercial, pour inciter les entreprises à aller investir dans la zone. Donc c'est un choix. Maintenant, le choix est discutable. Une seconde, s'il vous plaît. Mais avant de... Donnez la parole à M. Ndion, parce que c'est lui qui parle. S'il vous plaît, monsieur Gabriel Ndion, grand frère. Une seconde, sinon je perds le fil des idées. Ce que tu dis là, ça c'est encore mettre la charrue avant les bœufs. Comment peut-on construire une zone industrielle sans prévision? On n'a pas formé les gens, on sait même pas ce qu'on mettra là-bas. Est-ce que c'est du manioc? Est-ce que c'est de l'arachide? Parce que ce sont les mêmes installations. Et nous n'avons pas les documents en notre possession. Non, mais on écoute ce qu'a dit le Premier ministre, M. Ndion. C'est le Premier ministre qui a dit ça. Comme zone industrielle. C'est parce qu'on mettrait des industries là-bas. Pourquoi on a des industries? Puisque maintenant ils prennent du riz, ils prennent du piment. M. Ndion, il faut maintenant prendre du piment. Mais laissez-moi finir. Moi, je donne ma réponse suite à l'intervention du Premier ministre, parce que ça sort de ses mots. Il a dit qu'il y a des unes, maintenant ils cherchent des parties, les gens qui viendront mettre là, on ne sait même pas c'est quoi. Est-ce que c'est des éleveurs? Donc, ce n'est pas adapté. Ils ont construit des îles, maintenant après, mais ça c'est la charrue avant le bœuf. Voilà l'expression, charrue avant le bœuf prend tout son sens dans ce que le Premier ministre a dit. Ça prend tout son sens. Moi, je me dis, mais Sosten, moi je me dis ceci. Nous ne maîtrisons pas cette dimension-là, cette question-là. Peut-être, je dis ceci, peut-être que les entreprises qui ont été prévues au départ pour financer les investissements dans cette zone-là
malheureusement, n'ont pas fait l'affaire. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, M. Ndion. Il a dit, on a construit et ça a été vide. Il n'y avait personne qui était là-bas. Pendant 5 ans, ou plus de 5 ans. C'est pas que les gens ont fui. Il n'a pas dit qu'ils ont fui. Et M. Ndion, le Premier ministre, il est congolais, il n'est pas rwandais. Mais attendez, au Congo, il n'y a pas d'entrepreneurs. Ils veulent créer des emplois. Vous n'allez pas nous dire quand même que vous allez remplir une zone industrielle comme ça avec 100 entreprises comme étrangères. Pas des Congolais. Monsieur Caius, oui. Monsieur Caius, il faut savoir que dans tous les domaines, dans toutes les économies du monde, dans chaque pays où il y a une économie nationale, il y a des secteurs où on a un excédent de main-d'œuvre, de qualification, et il y a des secteurs où on est déficitaire. Si tu prends la France, le pays dans lequel nous on se trouve ici, si tu rentres dans le domaine médical, ben on est déficitaire. Tu rentres dans le domaine de l'informatique, on est déficitaire. Tu rentres dans le domaine des télécoms, on est déficitaire. On fait appel à des main-d'œuvre extérieures. Oui, sauf que je me dis logiquement, à l'île Mamou, peut-être qu'on est déficitaire. Non, et les Congolais ne veulent peut-être pas aller investir là-bas. Non, les hommes d'affaires, il y en a. Voilà, je me dis ceci. Voilà pourquoi il fait appel à d'autres, aux Rwandais, pour venir investir. Monsieur Ndion, vous êtes économiste. Monsieur Ndion, vous êtes économiste. Vous croyez qu'en France, vous croyez qu'en France, parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre, vous allez dire que les entreprises de pionniers dans son domaine seront toutes étrangères? Vous voulez dire que les Français, quand ils prennent la main-d'œuvre africaine ou peu importe d'où ils vont prendre, dans la santé, les Français sont derrière ces Africains-là? C'est ce que vous voulez dire? Que les nationaux français. Non, c'est parce que mais c'est ce qui se passe au Congo, M. Ndion. Non, c'est parce que j'ai dit. Non, mais c'est ce qui se passe au Congo. Toi, tu es sûr vraiment que le Premier ministre peut défavoriser? Mais c'est ce qu'il fait là, M. Ndion. C'est ce qu'il fait. Les opérateurs économiques congolais. 980. Est-ce que c'est logique ce que tu dis là? M. Ndion, 980 km² qui fait le double de la capitale de Kigali, donné à des étrangers. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie qu'il y a au Congo? Moi, je sais plus si je peux rester journaliste ou devenir politicien. Je comprends plus. Ça, moi, j'ai pas vu le document. Hein. Mais ça t'est dit. Il y a un document qui se dit là-dessus, c'est la vérité. Bien sûr, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est les Rwandais qui l'ont dit. C'est une session commerciale. C'est pas une session commerciale, c'est un don. Dans quel pays c'est pas une session commerciale? Monsieur Ndion, quel est le pays occidental? Vous avez vu Monsieur Caius, les 950 km² là, c'est pas une session économique? Cession, location, distribution. Monsieur Ndion permet de donner Ndion, gratuitement. Monsieur Ndion, dites-moi, vous êtes en France? Oui. Dites-moi, vous êtes en France? Quel est le pays qui occupe 980 km² du territoire français? Pays développé, pays avancé. Alors pourquoi comme ça au Congo c'est possible? Monsieur Miambalat, vous êtes aussi quelque part un économiste, vous faites l'agriculture et tout le reste. Comment le Premier ministre du Congo peut venir... la certitude de cette information-là. D'accord, mais je vous la donne. Alors comment, monsieur Miambalat, comment le Premier ministre du Congo, il a des Congolais à l'étranger, il a des Congolais sur place. Vous savez, moi, je vous raconte une histoire très courte. Elle m'a été racontée par les Algériens, l'ambassade d'Algérie. J'étais allé les voir. Alors, j'ai étudié comment les Algériens travaillent avec leur diaspora. Et j'ai découvert qu'un jour, les Algériens étaient à court d'expertise dans le domaine agricole, dans un domaine très pointu, et ils sont venus en Angleterre pour chercher une entreprise qui était connue pour être à la pointe de cette technologie-là. Les Anglais les ont ri au nez. Ils les ont ri au nez parce qu'ils leur ont dit, vous n'auriez même pas dû venir nous demander à rencontrer cette entreprise-là. On va vous la faire rencontrer et puis vous comprendrez pourquoi nous rions. Le lendemain, l'entreprise est arrivée. Et bien ce monsieur qui était à la pointe de ce domaine recherché, l'expertise recherchée par l'Algérie, savez-vous qui il était? Il était algérien britannique. Il rentrait d'Algérie, il y avait un salon de l'agriculture, il est allé leur parler de leur entreprise. Ils l'ont pas reçu. Ils l'ont pas reçu, ils l'ont négligé. Et ils sont venus en Angleterre pour découvrir qu'il était algérien d'origine. Vous avez des Congolais comme M. Miambalat qui parlent tous les matins, qui parlent tous les vendredis, pratiquement sur notre radio. Je le définis, je dis qu'il est docteur en agronomie. Ils sont nombreux comme ça à l'étranger. Le Premier ministre écoute souvent nos émissions. La seule chose que retienne le Congo, c'est que Bakambi
critique le pouvoir, Bakambi est contre nous, Bakambi dit des bêtises, Bakambi est extrême, la diaspora, c'est pas possible. On n'écoute pas. Docteur en agriculture, monsieur Miambalad, comment on peut faire venir une entreprise qui vend du piment au Congo? Le Congolais ne peut pas produire du piment. Et c'est là le paradoxe, monsieur Ebelebe. Pensez-vous que les Rwandais peuvent venir nous enseigner comment cultiver le piment et autres produits vivriers? Mais c'est pour dire, on est devant un gouvernement, des gouvernants mythomanes. C'est des mythomanes à fond parce que à un moment, ils n'ont plus honte. Comme ils ont toujours dit, le ridicule ne tue pas. Et voilà, nous sommes dans cette idéologie, le ridicule ne tue pas. On peut dire tout et n'importe quoi. Mais nous sommes bien formés, nous sommes nombreux. Hein? Je ne sais pas si le ministère de l'Agriculture connaît même le nombre de docteurs, le nombre d'ingénieurs, des moniteurs agricoles, des conducteurs principaux d'agriculture. Je ne sais pas s'ils ont ce listing-là. Je ne pense pas. Alors, dès que vous n'êtes pas organisé même sur ce plan, connaître le nombre de spécialistes dans tel ou tel autre domaine, mais vous n'allez rien faire. Vous allez que exporter les gens qui viendront vous apprendre à produire du piment. Alors que nous connaissons cette plante-là depuis des siècles. Mais c'est ridiculiser quand même l'intelligence congolaise. C'est un manque de respect pur et simple. Il fallait que ça soit autre chose que nous parler du piment. Ce n'est même plus l'huile de raisin, c'est maintenant du piment, c'est maintenant, mais peu importe la production. On a eu quand même des écoles agricoles, on a eu quand même l'Institut de développement rural. Il y a des grands cadres qui sont sortis là qui peuvent organiser les choses. Mais en matière de statistiques, Sostène, je suis d'accord avec toi sur ton observation qui est pertinente. On ne connaît pas le nombre de ceci, de cela, on ne connaît pas le nombre des agriculteurs, on ne connaît pas le nombre des ingénieurs. Mais ici, nous aussi, on a toujours été d'ailleurs, hein, Radio Bakambi, force de proposition. Nous avons en France, ici au niveau de l'ambassade, un département des Congolais de l'étranger. Est-ce que c'est pas le boulot qui relève à ce département-là de faire ce travail-là en France et d'envoyer l'information au bled, d'envoyer l'information au ministère de l'Agriculture? Ici, on peut faire un recensement de tous les Congolais qui sont ici en France, que catégorie socio-professionnelle par catégorie socio-professionnelle, combien d'économistes, combien d'étudiants, combien de chimistes, combien d'agriculteurs, ainsi de suite, et avec un document de ce genre-là, fait par le ministère des Congolais, le département des Congolais de l'étranger, on met ça à la disposition du ministère des Affaires étrangères, on met ça à la disposition du ministère de l'Agriculture, et avec ça, il peut, là, on venait de, Hugues Ngolondire venait de mettre en place, comment tu appelles ça? L'agence congolaise pour l'emploi, c'est ça? À l'étranger. Bon, mais si le département des Congolais de l'étranger fait un recensement des cadres congolais par spécialité, médecine, ingénieur, informatique, ainsi de suite, met cette information-là à la disposition de cette agence-là. Donc, lors des recrutements, on vous appellera. Monsieur Soten Nambala. Monsieur Ndion. Mais pour vous compléter, j'ai dit, par exemple, le ministère que je connais bien, le ministère de l'Agriculture, même au Congo, avant de commencer au sein de la diaspora. Au Congo, ils ne connaissent même pas les statistiques du nombre de professionnels de l'agriculture. Des ingénieurs, ceux qui sont partis à la retraite, ils ont combien de docteurs, combien d'ingénieurs en travaux, ingénieurs agronomes, ingénieurs, puisqu'il y a plusieurs domaines. L'agriculture est vaste, c'est diversifié. Il y a au moins plus de 10 professions d'ingénieurs. Mais ils ne connaissent pas ces statistiques. Hein. C'est à base de ça que vous allez les orienter. Vous allez les dispatcher dans les départements. Mais tant que vous n'avez pas la méthode. Mais monsieur Miambalad, il n'est pas trop tard pour bien faire. Monsieur Miambalad et monsieur Il n'est pas trop tard pour bien faire. Soyons force de proposition. Monsieur Miambalad et monsieur à l'ambassade du Congo, au département des Congolais de l'étranger, de faire ce travail. Monsieur Miambalad et monsieur Ndion. Monsieur Miambalad et monsieur Ndion. Monsieur Miambalad et monsieur Ndion. Je crois savoir qu'au Congo, il y a une institution qui cherche les boursiers congolais, même s'ils ne les payent pas. Ils ne savent pas combien d'étudiants partent étudier, dans quel domaine ils vont étudier. Ils ne savent pas. Ça m'étonnerait, ils ne savent pas. C'est des on choses envoie qu'ils les font gens d'année en année. Il ne faut pas dire ça, Sostène. C'est trop facile quand même. Un gouvernement, un État, un ministère de l'Éducation nationale qui existe,
un service de la Monsieur- DOB monsieur- à l'époque, monsieur- c'était DOB aujourd'hui, monsieur- je ne sais pas comment ça Monsieur s'appelle. Belébé, D'accord, monsieur Tu peux pas Kainou. dire ça. Monsieur Gaïnou, oui. Je le dis en connaissance de cause. Je le dis en connaissance de cause. S'il vous plaît, une Si vous pouvez seconde. terminer, oui. Je le dis en connaissance de cause. Allez-y. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Parce que les étudiants ne sont plus bien contrôlés. Quand ils arrivent, au moins ils sont une vingtaine. Une vingtaine peut-être avec 10 spécialités. Dans le parcours, il y en a qui fuient, il y en a qui meurent, il y en a qui sont... Donc, les statistiques, là, à la fin, ils ne connaissent plus. Ils sont perdus. Combien Non, sont en France, il y a rentrés au l'OGS quand Congo? même. Hein. Ils Combien contrôlent tout ça. sont fuis? Combien ont fui? Combien sont repartis au Congo? Combien sont partis dans d'autres pays? Combien ont fui? Mais ça leur Et donne d'autres des sont souvenirs. venus parce que les Ils parents ont maîtrisent payé. pas. C'est ça, hein. C'est pas Oui, l'État. oui, il y en a qui Mais sont même venus par si- leur propre même- moyen. D'accord. Même si On les peut passer à la parents question, payés, s'il vous plaît. On laisse nous M. avons- Gaïno nous parler. avons un Monsieur institut- Ndian et monsieur... Nous s'il avons vous une plaît. institution ici. Ok. Nous avons un organisme qui s'occupe de la gestion des étudiants, dirigé par M. Ebelebe. Ici en France, il fait Ils bien n'ont pas son de boulot. budget, monsieur Ndian. Et Ils n'ont même si pas de tu viens budget. par tes Le propres budget moyens, de ou tu monsieur... viens par la- Le budget par la de bourse, l'OGS... sois sérieux. Le budget de l'OGS a été coupé du 3/4. C'est pas la peine. C'est un budget qui ne peut pas tenir. Monsieur Gaïno, juste une question. Le Premier ministre, on va pas l'en vouloir parce que on va dire que c'est lui, il a été ministre de l'enseignement, il est Premier ministre. Ce qu'il dit, en gros, c'est que nous n'avons pas cherché, nous ne voulons pas des Congolais. On en a, je vais être vulgaire, on n'en a rien à foutre des Congolais. Nous, on veut des prêtres, non, parce qu'après tout, nous, on fait des affaires et les choses sont cachées avec les étrangers. Parce que ça, moi, j'ai essayé de faire des affaires au Congo avec mes propres parents. Ça n'a pas marché. J'avais une entreprise. Et puis un jour, je demande à un monsieur, mais je dis, mais je comprends pas. Il donne des contrats, des marchés à d'autres personnes, mais pas à moi. Alors que je suis rentré, je veux m'installer. Et puis, cette personne, tout gentiment, m'a dit, pourquoi tu te plains? C'est ton parent. Il me dit, oui. Mais un parent ne fait pas affaire avec un parent parce qu'il ne veut pas que tu saches ce que lui il fait, comment il fait la surfacturation, comment il fait ceci, comment il fait cela. Donc il préfère prendre quelqu'un d'une autre tribu qui lui ne parlera pas à sa tribu. Donc voilà. Et donc parlera aux autres mais pas à la même tribu. Donc au Congo, on sait que les gens prêtent, les gens fabriquent des entreprises, ils utilisent les noms des neveux, des cousins, des femmes et tout le monde. On fabrique ici. Et aujourd'hui, le volume, je dis bien le volume, je ne parle pas en termes de population, le volume que représentent les affaires avec les étrangers, c'est pas... Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils veulent cacher que ce sont eux les propriétaires réels des activités commerciales au Congo et qu'il est mieux de faire rentrer les Rwandais et tout le reste? Ou alors, comme disent, pour terminer, ou alors, comme disent, plus grave, comme disent ceux qui font la politique, notamment nos frères de la RDC, ils disent le Rwanda, c'est le bras armé des Occidentaux qui sont contre la Russie. Et donc, bon gré mal gré, les États qui veulent basculer dans le giron russe doivent coopérer avec le Rwanda au risque de perdre leur pouvoir. Ça, c'est encore un calcul politique. Hein? Plusieurs questions à la fois. D'abord, je vais commencer par répondre un peu au plus simple. Hein. Il est vrai que les hommes politiques congolais n'arrivent pas en politique avec des ambitions de développer le pays. Ils viennent pour s'enrichir et comme ils veulent s'enrichir, ils foulent au pied toutes les règles. Ils font du commerce à travers justement des sociétés écrans. Ça, c'est connu de tout le monde. On n'a pas besoin de faire la démonstration. Même M. Gabriel ne peut pas le nier. Donc, ils font des affaires comme ça et ce sont les étrangers qui s'enrichissent au détriment du Congo. Voilà pour cette première question. La deuxième question, en parlant du Premier ministre, Bon, déjà, même avant le Premier ministre, je voudrais d'abord, puisque tu as évoqué que, voilà, Kagame et autres, ses ambitions, c'est pour servir justement ces pays occidentaux. Mais il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, M. Sassou lui-même a été recruté par le service de renseignement français quand il était venu faire un stage ici de 6 mois. On n'a pas la preuve, monsieur Guénou. Excusez-moi, mais là, c'est pas Kambi. Hein. On n'a pas la preuve. Ne nous amenez pas d'autres combats, monsieur Guénou. C'est vérifiable. Mais laissez-moi finir, c'est vérifiable, j'en assume. Et donc, et de là, voilà, ils l'ont aidé jusqu'à arriver au pouvoir. Parce que c'est comme ça qu'ils se sont servis de beaucoup de gens en Afrique. Donc, on les recrute dans les services de renseignement, on les aide, et puis après, on les amène au pouvoir. Et M. Sassou lui-même avait dit qu'il est là pour servir. Devant, je crois, c'était El Kabash qu'il avait interviewé.
Il a dit cela pour servir les intérêts français. Bon, il avait dit. Donc, cherchez l'interview de M. El Kabash à Sassou, vous retrouverez cette phrase-là. Et cela se confirme. Cela se confirme, donc c'est pour répondre que les velléités de M. Kagame ne sont pas seulement, ses ambitions ne sont pas seulement pour occuper le Congo. Il a peut-être d'autres idées pour occuper peut-être l'Afrique centrale, parce que n'oubliez pas ce qui se passe en RDC à côté. Et donc, on peut voir les choses un peu beaucoup plus loin, et je crois que quand on est homme politique, voir les choses, comment ces choses-là peuvent arriver pour anticiper. Si aujourd'hui on ne parlait pas de réchauffement climatique depuis très longtemps, on n'allait pas prendre les précautions qu'on est en train de prendre. Donc, il faut que les Congolais savent ça, parce que M. Kagame n'a pas installé seulement les militaires, il veut les installer dans 3 régions au Congo déjà, dans 3 régions. Et ces gens-là, nous ne connaissons pas qui sont-ils. Ça peut être des militaires, ça peut être des civils, on n'en sait rien. Et est-ce que nous avons un service de renseignement capable de nous donner des informations précises? Je ne crois pas. Ils sont dans les 3 régions-là sont où? C'est lesquelles? Où est les Rwandais? Monsieur, il a commencé déjà dans la Boza ou dans le Niari, je sais plus. Il a commencé déjà et ça viendra. Et il y a des Rwandais dans les plateaux. J'en ai vu moi. Des Rwandais. Et il y en a aussi sur la route du Nord, dans le pôle. Oui, mais M. Gaïno, d'autres vous diront, M. Gaïno, oui. On vous dit, il y a ceux qui le disent aujourd'hui, les Rwandais sont au Congo depuis des années. Moi, j'ai un professeur, quand j'étais en première, il était Rwandais. Je pense qu'il était de la tribu de Kagame, parce qu'il fouillait à l'époque à Biremana. Il est décédé au Congo. Ils n'étaient pas ce qu'on disait d'eux. Ce n'est pas des gens qui ont voulu conquérir le Congo. Ils fouillaient la persécution. Ah ben oui, mais celui qui fuit, celui qui fuit la persécution. Attends, monsieur Gaïno, j'ai une question à te poser. Excuse-moi un peu. J'ai une question à te poser un peu simple. Je me substitue pas à monsieur Caius. Je dis ceci. En regardant de près la structure démographique congolaise, particulièrement les étrangers qui sont au Congo, vous pensez honnêtement, monsieur Gaïno, vous pensez que les Rwandais constituent une couche démographique la plus nombreuse au Congo par rapport aux autres, en dehors des Congolais? Ils sont les plus nombreux parce qu'il y a quand même des Gabonais au Congo, il y a des Maliens au Congo, il y a des Sénégalais au Congo. Vous pensez que là, au moment où nous parlons, les Rwandais sont les plus nombreux? C'est une question, je réponds. Oui, bien sûr. Je réponds. Monsieur Caius a parlé d'un professeur rwandais qui était au Congo. Moi, j'en ai connu des Rwandais. Mais ça, c'est comme l'immigration normale. C'est l'immigration normale. Mais les Rwandais dont on parle aujourd'hui, ce sont les Rwandais que M. Sassou a commencé à faire venir depuis même les génocides rwandais qu'il a installés. C'était les Rwandais qui avaient fui. Il les a installés et là, il continue à les faire venir. C'est très différent de ce que vous dites. Les Sénégalais qui sont au Congo... Avec la guerre là-bas, le génocide, M. Gaïno. Oui, mais tout ce qui fuit, quand il y a eu l'affaire, quand il y a eu la guerre au Congo, quand il y a eu la guerre au Congo, il y a eu des Congolais du Congo-Brazzaville qui sont allés se réfugier au Congo démocratique, mais après ils sont revenus. Oui, c'est normal, vice-versa. Mais justement, donc, les Rwandais qui avaient fui la guerre étant finie, ils devraient repartir. Donc on les a maintenus au Congo. Ils ne sont pas repartis, très peu. Mais non, on les a pas maintenus, ils sont restés de leur propre gré. C'est comme toi et moi, nous sommes restés de notre propre gré. S'il te plaît, il n'y a aucune preuve que tu peux dire qu'ils sont restés de leur propre gré parce qu'on leur a donné les moyens, ils se sont installés. Quand tu arrives à Ngo, tu vas vers Mpouya, tu verras des Rwandais là-bas, tu vas sur la route nord, tu verras des Rwandais là-bas. Je peux faire très court parce que vous avez beaucoup de temps. Bon, bref, mais justement parce qu'il m'interrompt. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand M. Ndion dit des choses comme ça, quand même, il oublie que le Premier ministre avait affirmé qu'il s'agissait de la location des terres et que le Congo n'a jamais cédé des terres au Rwanda. Pour faire du riz. Il fallait attendre. Hein? Et pour faire du c'est le Premier ministre. Pour faire du riz. Oui, avec Eni. Là, Eni a disparu, le riz a disparu, c'est pour le piment. Voilà, donc je ne mens pas. Bon, et il fallait attendre que la vérité éclate par une télévision rwandaise qui le dit publiquement pour que les gens s'en étonnent. Et aujourd'hui, vous avez quand même le courage de le dire. Mais attendez quand même. Vous voyez que des choses comme ça, la presse congolaise n'en parle pas. La classe politique, elle est muette. Et pendant ce temps, on apprend même, moi je suis certaine... Les députés congolais
ne prennent pas ce débat à l'Assemblée. Voilà. L'opposition est muette. L'opposition est muette et aujourd'hui, on voit les familles là-bas qui ont abandonné leur terre, on les chasse de là parce que, voilà, maintenant, on apprend les Rwandais vont fournir les piments, les trucs et des choses comme ça. Mais, monsieur Gabriel, dans aucun pays, moi, j'aimerais que vous me citiez un seul exemple d'un pays qui a cédé, même ne fût-ce que 2 mètres carrés à un autre État. On ne connaît pas. Une entreprise, c'est sale, monsieur. Quand une entreprise, c'est sale. Oui, mais je suis court, mais vous les avez laissé tellement parler que moi j'écoutais. Lorsqu'une entreprise s'installe dans un pays, c'est la mairie qui lui donne la surface où elle peut construire, mais cet espace ne lui est pas donné. C'est une location parce qu'il doit payer les taxes. Voilà comment on procède. Mais on ne cède pas, on ne fait pas des concessions comme ça, on fait ce qu'on veut. Non, il faut qu'on arrête. Je crois que les Congolais doivent prendre conscience que lorsque la Constitution n'est plus respectée, lorsque l'État de droit, même ton propre oncle, ton père, quand tu tues ton enfant, tu ne vas pas fermer les yeux, le laisser faire. On a vu comment on brûlait les gens en disant qu'on accusait de sorcellerie. Et pourtant, c'était nos propres parents. Mais nous ne pouvons pas fermer les yeux. S'il vous plaît, M. Gaïno. Oui. Vous avez terminé? Vous m'avez interrompu. Oui, non, mais terminé. Je m'étais. Parce qu'on doit enchaîner. Mais je voulais tout simplement qu'on ne peut pas fermer les yeux et regarder et crier à Dia parce que personne ne viendra au secours. Nous-mêmes, on ne prend pas conscience qu'il s'agit là d'une affaire très, 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 très grave. Très, très grave. Parce que d'ici 10 ans, 15 ans, ceux qui vivront vont le regretter si on ne réagit pas maintenant. Voilà. Merci beaucoup, M. Gaïno. On va passer. Monsieur Ebelebe, excusez-moi une minute. Moi, je pense que la relation entre nous et le Rwanda, c'est une relation qui ne nous honore pas du fait que nos rapports avec le Congo, la RDC, nos rapports culturels, séculaires, sont en train de prendre un coup. Parce qu'il n'y a pas de raison de mettre quelqu'un chez toi alors qu'il est en conflit avec ton frère immédiat. Non, monsieur Miamalade, pardon. Excusez-moi. Monsieur Miamalade. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne manière de faire. Monsieur Miamalade. Reste les affaires. Les relations politiques, c'est les relations politiques. Oui, s'il vous plaît. La Chine coopère bien avec les États-Unis. On dit Christian Venture, monsieur Gabriel. S'il vous plaît, monsieur Dion, monsieur Gaïno. Pardon. Non, monsieur Gaïno. Oui, un mot seulement. Non, monsieur Gaïno, vous avez beaucoup de mots. Non, monsieur Gaïno, non. Non, le contrat a été signé, le contrat a été attribué à Holding Christian Venture au prix de 110 milliards. Où est ce Holding Christian Venture là? C'est maintenant les Rwandais là-bas. D'accord. Mais je vais, monsieur Miamalade, je voulais juste vous interrompre une petite minute. Quand vous dites que par rapport à nos voisins, il faut... Est-ce que, parce que la question a été posée aussi, il faut que je vous la pose. Vous savez que M. Mobutu a signé un accord avec le Rwanda il y a très longtemps, du temps de Mobutu. La RDC, à l'époque, s'appelait le Zaïre. Ils n'ont pas demandé au Congo si ça les intéressait ou ça les plaisait. Le Rwanda, s'il est rentré en Afrique centrale, on va dire que c'est quand même un peu par la faute du Zaïre. Aujourd'hui, RDC. Pourquoi aujourd'hui les Congolais, pour traiter un accord bilatéral, même si c'est discutable, doivent d'abord avoir l'approbation du Zaïre ou du Congo-Kinshasa? Mais cette jurisprudence ne nous donne pas le droit de faire autant ou de faire pire. Non, mais qui dit que le Congo n'a pas étudié le passé avec le Zaïre et que le Congo n'aura pas les mêmes problèmes? Pourquoi pourquoi eux, ils ont pu faire ça? Monsieur Tshisekedi vient de changer de phrase. Il vient de dire d'ailleurs que désormais, il reconnaît que le malheur de l'ouest de la RDC, on ne peut pas tout imputer à Kagame, il y a aussi d'autres pays. Il ne va plus en guerre avec Kagame. Hein. Et d'ailleurs, il n'a même pas fermé l'ambassade du Rwanda en RDC. Oui, mais monsieur Kay, il faut dire que... Laissez monsieur Miamalade parler, s'il vous plaît. Vous parlerez après. Merci. Pardon. Monsieur Miamalade. Vas-y. Oui, mais vous voyez toutes ces combinaisons diplomatiques politiques
Donc un seul but à faire perdurer la crise. Et la crise risque de s'étendre. Kagame et Mobutu, non, plutôt le Rwandais et Mobutu, c'est une longue histoire. Ils les ont reçus. Et voilà qu'ils veulent réclamer les terres. Maintenant, l'histoire, c'est la répétition quand on n'y tient pas garde. Et voilà que les mêmes choses reviennent. Mais nous avons un modèle devant nous, ce qui se passe en RDC. Mais nous sommes moins nombreux, moins peuplés. Mais qu'est-ce qui ne nous dit pas que les Rwandais installés au Congo seront comme ça? On dit qu'ils ont même des villages. Ils ont un village entier au Congo. Là où il n'y a que des Rwandais, chefs du village rwandais, culture rwandaise. Mais dans quel pays vous avez vu ça? Ils sont installés... Tu construis tout un argumentaire rien que sur les supposés. On dit que... J'ai vu. Moi, j'ai vu le village rwandais, monsieur Gabriel. C'est pas des suppositions. Tu vois, tu es au PCT, mais tu ne connais pas ce qui se passe dans la réalité. Donc, tu es surpris. C'est quel village, monsieur Gaino, c'est quel village que vous avez vu? Vers Ngola, il y a un village rwandais, même sur la route, quand tu quittes Brazzaville, tu vas vers la Léfiné, là-bas, il y a des villages rwandais, tu vois les Rwandais par là. C'était dans les années 2012-2013, moi quand je suis allé vers Ngola, on me disait, jamais si tu vois quelqu'un qui t'arrête la nuit, j'étais parti en voiture, ne t'arrête pas parce que ce sont les Rwandais, ils se cachent, il y a un seul parfois qui sort dans la rue, il lève la main, et quand tu t'arrêtes pour le prendre, les autres sortent, ils te prennent tout, ils pouvaient même te tuer. Il y avait déjà l'insécurité là-bas à cause des Rwandais. Donc c'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Tout dans leurs coutumes, ils font tout dans leurs coutumes, puisque c'est leur village. On va dire que pour les autres, monsieur, pour les autres qui vous écoutent, ils vont dire que Château-Rouge est devenu africain et que le Rwanda est... Non, monsieur Kayu, nous ne sommes pas contre les Rwandais. Mais c'est la méthode, la façon. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple d'un Rwandais qui était venu, qui enseignait. Il y a toujours eu des Rwandais au Congo, il n'y a jamais eu de problème. Aujourd'hui, tu as des Maliens, tu as des Sénégalais, on n'a pas de problème. Quand quelqu'un immigre, il vient, il respecte les lois du pays. Mais là, il ne s'agit pas seulement de l'immigration, c'est une immigration imposée. C'est on va les chercher. Et qui va les chercher? C'est leur propre pouvoir. Qui a acheté? Ils ne viennent pas pour louer chez toi, louer chez moi. Non, ils ont acheté une partie de terre. La question était, est-ce que le Premier ministre, la question était, est-ce que le Premier ministre, en allant chercher les Rwandais, considère que les Congolais n'ont pas une expertise que les Rwandais ont? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, M. Byambalat, vous ne pouvez pas, vous, docteur en agronomie, produire du piment? Mais désolé, excusez-moi de dire que le Premier ministre, peut-être, il est très naïf. Ou bien c'est la mauvaise foi, ou c'est la naïveté, il n'y a que les deux choses-là. Parce que s'il a la volonté de développer le Congo, de faire du Congo un pays émergent en 2025, mais si c'est avec ces méthodes, l'émergence, oublions, c'est dans le calendrier grec. Cette émergence-là, c'est dans le calendrier grec. Pour le Congolais qui vous écoute, le Congolais de base, comme on dit, M. Byambalat, pouvez-vous aujourd'hui dire que si demain matin, on arrive à voir le Premier ministre et on lui propose de nous donner un lopin de terre, au moins la moitié de ce qu'ils ont attribué aux Rwandais, c'est ce qu'on va faire. On va faire un courrier officiel au Premier ministre. M. Ndion, je m'engage à lui demander de nous donner 400 km² pour que la diaspora emmène son expertise dans un secteur, dans plusieurs secteurs, et que M. Byambalat va lui aussi produire du piment. Volontiers, même plus que ça, volontiers, avec plaisir. Mais j'ai des projets sur ça. Avec des études. Bien. D'accord. On va passer à l'autre sujet, M. Gaino. S'il vous plaît, il faut qu'on passe à l'autre sujet. Le temps va très vite. Non, vous prolongez le débat pour rien. Vous savez que monsieur, le Premier ministre a été ministre de l'enseignement. Il est même juriste. Il sait que ce qui se passe au Congo n'est pas acceptable. Deuxièmement, les cas, ça se forme. Si on veut cultiver les tabacs, si on veut cultiver les piments, si on veut avoir des recettes, tout ça là, on forme les cadres. Monsieur Gaino, on a dit que les cadres sont déjà formés, ils sont sur le terrain. Nous avons un compatriote, je vais donner son nom, il s'appelle Dekous. Il est au Congo, il travaille le champ, il produit, il n'est pas soutenu, il est passé à la télévision et il a demandé de l'aide. Et il se bat avec les moyens. Et ils sont nombreux à se battre. Ils sont nombreux,
Donc, il y a déjà des gens formés. Nous sommes volontaristes.